à tous. Pour ce webinaire donc, sur le dispositif éco-énergie tertiaire et la plateforme Opéra, que nous animons avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, on a Emerson Cabane qui est avec nous aujourd'hui. Et je suis moi-même Sabine Brunel, directrice adjointe de l'OID et notamment en charge des thématiques liées à la décarbonation du bâtiment. Alors, je garde un œil sur l'horloge. Il est 14h32, donc je vous propose qu'on démarre. Et puis, j'imagine que toutes les personnes qui souhaitent se connecter vont nous rejoindre très rapidement. Alors, donc on a pas mal de points à voir ensemble aujourd'hui. Évidemment, ce décret éco-énergie tertiaire, ça fait maintenant plusieurs mois, voire quelques années qu'on en parle et qu'on vous en parle, notamment nous à l'OID et également côté ADEME. Mais en fait, aujourd'hui, on va à la fois vous proposer de revoir les contours globaux du texte. Vous allez voir sur notre présentation qu'on s'est attaché pour cette édition pour vous apporter du nouveau et puis du confort, à mettre en lien en fait les points, les principes que nous vous présentons avec le lieu, l'endroit, là où ils peuvent se retrouver dans les textes officiels, donc ce qui permettra pour vous un aller-retour plus simple. Et puis, pour vous présenter donc, la plateforme Opéra donc, dans ses nouveautés et ce qu'il est possible de faire pour vous, je passerai la parole à Emerson Cabane, donc chef de projet du développement de cette plateforme pour l'ADEME. Alors, je précise d'ores et déjà qu'il y aura à la fin de nos deux présentations un moment d'échange qu'on a calé relativement long pour pouvoir prendre le temps d'interagir et de répondre au maximum de questions. Et ce temps d'échange sera notamment animé par Morgane Mouilly qui travaille avec moi à l'OID sur ces questions de bâtiments décarbonés. Une dernière précision avant de lancer le déroulé du webinaire pour vous dire que ce support que nous allons vous présenter aujourd'hui sera disponible sur notre centre de ressources Taloen, donc en libre accès à tous. Et donc notamment pour tous ces participants du jour, ce sera possible d'aller reconsulter ce support. Voilà, sans plus attendre, je lance le déroulé de la présentation. Voilà, donc pour introduire déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'association, je dis juste quelques mots sur l'Observatoire de l'immobilier durable, qui est une association reconnue d'intérêt général qui existe depuis maintenant 10 ans. Donc, vous voyez, nos membres font partie de grandes compagnies, entreprises du secteur du bâtiment et de l'immobilier. Et puis, vous voyez sur cette slide qui reprend les logos, donc on a aujourd'hui 87 membres et l'ensemble de la chaîne immobilière est représenté puisqu'on a des métiers à la fois de la promotion, de la gestion, des foncières cotées, on a des métiers du conseil immobilier aussi, on a des bureaux d'études. Enfin, vous le voyez, une belle palette de métiers qui permet à l'association de pouvoir s'appuyer sur des expertises précieuses lors des différents groupes de travail sur nos thématiques. Voilà, donc justement, que fait l'association? Donc, nous avons un centre de ressources qui, dans sa large majorité, est ouvert à tous, puisque c'est conforme à notre statut d'intérêt général, sur lequel nous publions des ressources, des décryptages, des fiches sur l'ensemble des enjeux ESG appliqués de façon sectorielle vraiment au monde de l'immobilier et du bâtiment. On a ces groupes de travail qui sont vraiment l'ADN de l'association et au cœur desquels on peut justement échanger avec nos membres et bénéficier de leur retour de toutes ces expertises. C'est un lieu aussi qui permet des partages d'expériences avec nous, mais entre membres également. Et puis, nous organisons un certain nombre d'événements ouverts parfois à tous, parfois réservés à nos membres. Et puis, une veille également dédiée notamment auprès de nos membres chaque semaine. Et effectivement, il est possible de nous suivre sur LinkedIn afin d'être informé des publications et des articles et de l'ensemble des productions de l'association. Alors, maintenant, pour entrer dans le vif du sujet concernant ce dispositif éco-énergie tertiaire. Donc, un rappel vraiment très rapide sur la chronologie que vous avez, j'imagine, tous en tête.
pour dire que le principe du décret tertiaire se place au niveau de la loi Elan, donc en novembre 2018, et a été, on va dire, officialisé lors de la publication de ce qui s'est appelé le décret tertiaire, donc en juillet 2019. Alors, ce décret posait des principes que nous allons voir plus loin en termes de diminution de consommation énergétique, mais ce sont différents arrêtés, d'ailleurs dont la publication n'est pas complètement terminée, qui viennent préciser la façon en fait, dont ces principes vont s'appliquer concrètement pour l'immobilier. Donc, pour le moment, on a eu un premier arrêté méthode en avril 2020. Ensuite, un deuxième arrêté valeur absolue qui a été publié officiellement tout début 2021. Et nous en sommes à un projet d'arrêté, donc valeur absolue 2 dans notre terminologie, qui a été publié pour consultation publique en février de cette année et pour lequel j'ai vérifié le journal officiel ce matin et il n'y a pas encore de publication officielle de cet arrêté. Donc, il est toujours au stade de projet à l'heure où nous faisons ce webinaire. Alors, première question à se poser sur ce décret, qui est concerné par le dispositif éco-énergie tertiaire? Alors, il s'agit de bâtiments de surface tertiaire de plus de 1000 m². Alors, les 1000 m², ils s'appliquent pour l'usage tertiaire. Donc, le bâtiment peut faire plus de 1000 m² et ne pas être à usage tertiaire, auquel cas il ne sera pas concerné. En revanche, si l'usage tertiaire d'un bâtiment plus large est inférieur à 1000 m², dans ce cas-là, le bâtiment ne sera pas assujetti. Donc, de la même façon, si on raisonne en partie de bâtiment, c'est cette même règle du seuil de 1000 m² pour l'usage tertiaire qui s'applique. Voilà, et également, on explique que si les bâtiments sont situés sur une même unité foncière et un même site, eh bien, on regarde à ce moment-là la surface cumulée qui doit être de la même façon supérieure à ce seuil de 1000 m². Et donc, l'usage tertiaire, on vous a mis quelques exemples d'actifs qui sont concernés par l'appellation usage tertiaire, quelque part. Donc, à la fois des actifs de bureaux, des bâtiments de logistique, de santé, de commerce, l'hôtellerie est concernée, un certain nombre d'activités. La définition précise du texte dit que finalement, si ce n'est ni à usage primaire, ni à usage secondaire, donc ni de l'industrie, ni de l'agriculture, quelque part, c'est à usage tertiaire, ou du logement propre, évidemment. Alors, vous le voyez, c'est ce que je vous disais, en dessous du titre de la slide, on vous met l'article 2. Donc là, ça vous permet de vous repérer et de savoir où est-ce que vous pouvez retrouver ce qu'on présente sur la slide en question. On s'est appuyé aussi sur nos slides de façon, je vous le dis de façon très transparente, sur les documents mis à disposition du public par le ministère de la Transition écologique et également la FAQ d'Opéra. Alors, le calcul des objectifs, puisque l'objectif, je vous l'ai dit, c'est une diminution de la consommation d'énergie. Eh bien, pour le moment, enfin, jusque-là, à force, on commence à vraiment les connaître par cœur. C'est moins 40% de consommation énergétique à horizon 2030, moins 50% en 2040, moins 60% à horizon 2050. Alors, ce que je vous présente ici, c'est une diminution en valeur relative, puisque je vous parle de pourcentage, et ces diminutions en valeur relative, elles doivent se calculer par rapport à une année de référence qui doit être déterminée. Donc, cette année de référence, elle doit être égale ou postérieure à 2010, et du coup, c'est par rapport à la consommation de cette année-là que ces différentes proportions doivent être calculées. Maintenant, il est également possible d'atteindre son objectif, non pas en valeur relative par rapport à une consommation d'une année de référence fixée, mais cette fois en valeur absolue. Donc, la raison pour laquelle cette valeur absolue a été également fixée, alors pour un certain nombre d'actifs, mais ça a vocation à s'étendre à plusieurs typologies. Mais la raison, c'est de ne pas pénaliser des bâtiments qui seraient déjà tellement performants que finalement viser un moins 40, moins 50 ou moins 60% serait quasi impossible. Voilà, une chose importante à retenir, c'est que ce n'est pas les assujettis du décret tertiaire qui doivent choisir leur objectif. Ils rentrent leurs différentes consommations
La plateforme va mouliner quelque part le calcul, qu'il soit en valeur relative et comparé également par rapport aux valeurs absolues. Et c'est automatique de savoir si l'objectif a été atteint du moment que l'un ou l'autre de ces objectifs relatifs ou absolus ont été atteints. Et là encore, vous le voyez, on vous a mis la référence à l'article. Alors, juste un détail que je n'ai pas non plus précisé, les raisonnements dans le dispositif éco-énergie tertiaire se font en énergie finale, ce qui n'est pas si fréquent dans la plupart des textes réglementaires en France, mais aussi dans les autres pays européens. Mais c'est le choix qui a été fait pour s'appuyer sur la consommation réelle. Alors, concernant les points clés, on a voulu commencer par la segmentation, qui est un sujet qui est encore en cours de réflexion et sur lequel le projet d'arrêté revenait notamment. Donc, cette fois-ci, cette segmentation elle est disponible pour le moment dans l'annexe 2 de l'arrêté qui est actuellement en vigueur, si je puis dire. Et elle établit une liste, on va dire, de typologies d'actifs. Donc là, on vous en a mis, encore une fois, certains. Donc, les bureaux, la logistique, les commerces, mais aussi les parties communes des centres commerciaux, l'hôtellerie. Donc ça, c'est des catégories qui sont listées sur la segmentation du dispositif. Mais vous voyez que les bureaux, donc là, on vous a simplement mis l'exemple des bureaux, sont également divisés en sous-catégories. Donc, typiquement pour le bureau, on a 6 sous-catégories qui sont prévues et pour lesquelles, en fait, ce que ça veut dire, cette segmentation, c'est que la fixation des valeurs absolues dépendra de cette sous-catégorie au sein de cette catégorie. Donc, pourquoi le ministère de la Transition écologique fait ce travail de proposer une segmentation? Eh bien, pour pouvoir permettre aux assujettis d'avoir un objectif de consommation tout à fait adapté à l'usage et à la typologie du bien ou des surfaces. Alors, les objectifs en valeur absolue, donc cette fois-ci, nous nous appuyons sur l'article 4 de l'arrêté. Donc, ces objectifs se décomposent dans une somme qui reprend une composante CVC, une composante use. La composante CVC, on pourrait dire que c'est la performance technique intrinsèque quelque part du bâtiment. Donc, ça reprend chauffage, ventilation, climatisation. Et c'est modulé par ajustement climatique. Donc, on le verra en fonction des années qui soient plus clémentes, par exemple des hivers plus cléments ou bien des étés plus ou moins chauds, ou des hivers plus ou moins rigoureux, eh bien, il y a une possibilité d'ajuster. Donc, là encore, c'est fait automatiquement. Et puis, on a une composante qui, elle, est vraiment dédiée aux usages spécifiques de l'activité et de l'utilisation des locaux. Donc, c'est la composante use. Et cette composante, elle est notamment impactée, on le verra plus loin, par des indicateurs d'intensité d'usage. Le principe, c'est simplement de dire que si j'ai, par exemple, en bureau, une surface par poste de travail de 12, au lieu d'avoir une surface par poste de travail de 20, je vais forcément consommer plus en mettant plus d'ordinateurs ou ce genre de choses. Si j'ai de la même façon des bureaux qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou bien avec des horaires étendus, sans aller jusque-là, par rapport à des bureaux qui seraient, eux, disponibles et ouverts au public de façon, et à ses occupants de façon beaucoup plus restreinte, eh bien, je vais avoir une consommation qui va être bien plus importante. Donc, cette composante use, elle vient en fait refléter, et notamment via l'intégration de ces indicateurs d'intensité d'usage, elle vient refléter vraiment l'utilisation spécifique de ce bâtiment. Et donc, ma consommation en valeur absolue, c'est la somme de ces deux composantes. Alors, évidemment, ça dépend également de la zone géographique et au sens de zone climatique. Donc, ça, c'est aussi prévu par les textes. On vous a mis un petit exemple. Alors, c'est simplifié, c'est-à-dire que dans les textes sources, c'est les zones que vous voyez là, H1, H2 et H3, sont subdivisées en sous-zones beaucoup plus précises, en zones climatiques précises. Mais cela dit, ça vous donne une idée des échelles de variation en fonction de l'endroit où nous situons. Il faut savoir également qu'il y a une variation qui est également prévue de ces composantes par rapport à l'altitude des biens. Donc, on va avoir quelque part le droit de consommer
plus, de viser un objectif un petit peu plus élevé quand on est situé en altitude, du fait de la rigueur climatique, par rapport à un bien qui serait situé à très faible altitude. Voilà, donc tout ça, encore une fois, c'est des choses qui s'appliquent et qui sont prévues dans les textes. Donc, on vous a mis 2 exemples pour que vous ayez les petites échelles de valeurs en bureau standard et en flex office. Mais vous pouvez vous référer à l'annexe 2 valeur absolue 2030 pour trouver l'ensemble de ces valeurs. Alors maintenant, un petit point d'analyse avant de continuer sur le texte en tant que tel. Donc ça, c'est un travail que nous menons à l'Observatoire de l'immobilier durable depuis l'année dernière. En gros, nous avons une base de données de bâtiments, notamment de bâtiments de bureaux, et nous regardons sur les bureaux comment se répartissent les bâtiments de notre base en termes d'atteinte des objectifs. Et donc, ce qu'on observe, et avec une relative homogénéité d'une année sur l'autre, c'est que on a dans notre échantillon 20%, 18% exactement des bâtiments qui respectent d'ores et déjà des niveaux de valeur absolue qui sont exigés par le dispositif. Alors là, quand je parle d'objectifs respectés, ce sont les objectifs 2030. Ce n'est pas précisé, mais pour le moment, on en est aux objectifs 2030. Ensuite, j'ai un quart de mon échantillon, 26% exactement, qui est au-dessus des valeurs absolues. Donc, pour ces bâtiments, il y a un travail de diminution de consommation à faire, à engager. Mais on va dire qu'il est à moins de 40% du seuil en valeur absolue. Donc, quelque part, il atteint le seuil en valeur absolue plus vite que ces moins 40% par rapport à une consommation donnée. Et puis, on a en gros une grosse moitié de l'échantillon, 56% ici, pour lesquels l'objectif en valeur absolue est plus lointain que l'objectif à moins 40%. Donc, pour ces bâtiments-là, c'est en premier lieu l'objectif valeur relative qui sera atteint, on va dire, dans le temps, avant d'arriver à atteindre le seuil en valeur absolue. Voilà, donc ça permet de mesurer quelque part sur un échantillon donné l'effort qu'il y aura à fournir pour arriver à respecter les objectifs 2030 du dispositif. Voilà, alors un mot maintenant sur ces intensités d'usage que j'ai déjà évoquées. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de personnaliser l'utilisation des bâtiments. Il y a vraiment un souci dans la façon dont le texte est configuré d'arriver à un niveau de personnalisation qui soit le plus important possible. Alors, ça a évidemment un revers, c'est-à-dire que ça participe de la complexité du texte et des principes d'application de ce texte, c'est clair. Mais ça provient quand même de l'ambition de proposer aux acteurs quelque chose qui soit très adapté à leurs besoins spécifiques. Donc, en gros, ce que montre cette slide, c'est les indicateurs d'intensité d'usage qui sont fixés pour, encore une fois, les bureaux. Donc là, on a pris l'exemple des bureaux, qui est l'exemple pour lequel, alors avec l'enseignement, sur l'enseignement, il y a aussi pas mal de données, mais pour ce qui nous concerne, c'est plutôt les bureaux sur lesquels on commence à avoir une vision relativement claire à la fois des seuils, à la fois des indicateurs d'intensité d'usage, par rapport à d'autres catégories d'actifs pour lesquels on n'a pas autant de détails et de précision encore complètement aboutis à aujourd'hui. Donc là, ce qu'on voit, c'est que quelque part, une surface, pour un bureau standard, une surface par poste s'établit à 18 mètres carrés. Voilà, donc si je suis en deçà, quelque part, je densifie. Donc, ça vient impacter mon use. Si je suis au-delà, donc à 18 ou plus, 19 ou plus, on va dire, je dédensifie et ça vient du coup rendre l'objectif plus faible, donc plus difficile. Enfin, l'objectif en valeur absolue plus faible, donc plus difficile à atteindre. De la même façon, j'ai un indicateur d'intensité temporelle qui est exprimé en heures ouvrées par an, donc qui établit 3120 heures typiquement. Et du coup, ça, c'est un calcul qui est amené par les assujettis de voir comment leurs bâtiments sont ouverts et s'ils sont en deçà ou au-delà de ce seuil.
Et puis, j'ai un taux d'occupation également qui est indiqué, donc là, à 70%. Donc, encore une fois, c'est mon standard, c'est mon étalon, ce pourcentage. Et ça ne contraint pas les acteurs à se situer à ce standard. Ça leur permet juste de personnaliser en fonction de la façon dont ils se situent par rapport à ce standard. Donc, voilà. Alors, maintenant, un point sur le choix de l'année de référence. Donc, cette année de référence, c'est celle que je vous ai présentée en tout début de présentation et qui permet de calculer l'objectif, l'atteinte ou non de l'objectif en valeur relative. Alors, la façon dont le texte fonctionne fait que, quelque part, pour les bâtiments neufs, il fixe le principe d'une première année d'exploitation pleine. Alors là-dessus, un tout petit détail à avoir en tête pour les bâtiments neufs. Maintenant, ce sont tous les bâtiments qui sont concernés par le dispositif. Alors, évidemment, sous condition des 1000 m², ça, on n'y revient pas, mais il n'y a pas de date au-delà duquel les bâtiments ne sont pas concernés dans le périmètre d'assujettissement. Donc, ça veut dire que tous les bâtiments qui sont actuellement en cours de construction ou qui seront d'ici 2030 construits seront également intégrés à ce périmètre dispositif éco-énergie tertiaire. Alors, c'est important parce que, on l'a dit, normalement, des bâtiments très performants, eux, ils vont plutôt s'appuyer sur les valeurs absolues. Mais dans le principe, il y a le principe de fixer une première année d'exploitation pleine comme année de référence pour le cas de ces bâtiments neufs qui sont désormais tous concernés par ce périmètre. Ensuite, on a deux cas de figure qui sont évoqués. Donc, le cas d'un bâtiment peu performant. Et dans ce cas-là, l'idée sous-jacente, c'est de dire quelque part, on n'aura pas à trouver une année de référence spécialement lointaine dans le temps, ancienne. Donc, essayons de nous concentrer sur la fiabilisation des données et choisissons une année de référence relativement proche, puisqu'il n'y aura pas de différence majeure dans les années de référence. Ou alors, on est dans le cas d'un bâtiment très performant, et il peut être très performant notamment parce qu'il y aura eu des travaux de rénovation ou des actions qui auront été menées pour le rendre très performant. Et dans ce cas-là, l'idée, c'est d'aller trouver l'optimum des actions, c'est-à-dire à la fois, en fait, l'idée, c'est de trouver une année qui soit suffisamment pertinente pour tenir compte des actions récemment menées et à la fois qui permettent de rester fiable au niveau des données. Ce qui n'est pas toujours évident dans les faits, mais ce qui est important. Voilà, donc un grand principe du texte, c'est presque le principe le plus iconoclaste de ce texte, et il a été beaucoup communiqué dessus, c'est la question du dialogue entre le bailleur et son preneur à bail. J'aurais presque envie de dire que c'est le point majeur de ce texte, enfin, c'est l'innovation majeure de ce texte. Alors, même s'il y avait évidemment des occasions d'engager le dialogue entre bailleur et preneur à bail avant ce texte. Alors, première chose à avoir en tête, c'est au propriétaire d'informer le locataire de son assujettissement, s'il est concerné. C'est d'autant plus important que, comme on raisonne en surface cumulée d'usage tertiaire, on peut tout à fait avoir des locataires de surface inférieure à 1000 m² qui ne vont peut-être pas d'emblée comprendre qu'ils sont concernés et assujettis, et à qui il va falloir donc transmettre cette information. Ensuite, là, on a mis le propriétaire doit communiquer au locataire l'identifiant bâtimentaire unique afin d'éviter les doubles comptages. Donc, on y reviendra plus loin, l'identifiant bâtimentaire unique, mais c'est vraiment la référence qui doit permettre de croiser les données à la fois des locataires avec celles de leurs propriétaires pour éviter de compter deux fois les mêmes surfaces, les mêmes consommations, les mêmes bâtiments. Ensuite, il y a un point qui est un point crucial et qui est un principe, on va dire, structurant du texte, c'est que les propriétaires et preneurs à bail se communiquent mutuellement les consommations annuelles énergétiques réelles de l'ensemble des équipements et des systèmes dont ils assurent respectivement l'exploitation. Donc, ce que je vous mets là, on vous a mis la référence de l'article précise, ça veut dire qu'il y a une obligation de communication qui est très claire. Alors, elle est très clairement exprimée pour nous par cet article. En revanche,
elle connaît quand même ses limites, au sens où si on se trouve dans le cas où pour X ou Y raison, les preneurs à bail, par exemple, ne souhaitent pas communiquer, ne transmettent pas à leurs propriétaires leur consommation annuelle, eh bien, en fait, il n'y a pas de sanctions qui soient vraiment prévues qui permettent de rendre cette obligation réellement contraignante pour les propriétaires, ce qui peut être inconfortable. Voilà. Dans le cas d'un bâtiment multi-occupation, donc ça, c'est aussi un cas qui est extrêmement important parce que ça génère encore une fois de la complexité. Évidemment, le conseil, la recommandation du ministère, c'est de se concerter pour le choix de l'année de référence. Alors, c'est d'autant plus important que cette année de référence, derrière, doit s'appliquer à des parties communes. Et donc, ça peut avoir du sens d'aligner les années de référence des uns et des autres. Et donc, justement, par rapport aux espaces communs, eh bien, c'est aux propriétaires de fournir les consommations réparties au tantième pour que les exploitants, on va dire les occupants, les locataires, dans pas mal de cas, aient la totalité des informations dont ils ont besoin pour remplir leurs obligations en termes de remontée de données. Alors, du coup, si on regarde de plus près le cas des bâtiments multi-occupation, donc effectivement, ce qu'on vous met là, ce sont plutôt des recommandations que des obligations. Donc, c'est issu des guidelines de la FAQ de Opéra, donc qu'on vous enjoint vivement à aller consulter parce qu'elle est vraiment complète et mise à jour quand même à intervalles réguliers. On vous en a mis deux extraits pour que vous puissiez aller voir de vous-même après les points qu'on évoque ici. Mais le principe de base, c'est que le locataire déclare les consommations individuelles de son local et il déclare également, donc toujours on est dans le cadre d'une recommandation, les consommations réparties dont son local bénéficie et les consommations des espaces communs. Ces deux informations-là, vous le voyez, on l'a mis en pointillé parce que ce sont des informations pour lesquelles il dépend de la bonne transmission des données par son propriétaire. Donc, dans le cas d'école, il a remonté sur Opéra, donc à la fois ses consommations individuelles, les consommations réparties et les consommations des espaces communs, parce que le propriétaire lui a bien envoyé ce dont il avait besoin. Reste le cas des consommations des espaces annexes. Donc, des espaces annexes, typiquement, ça peut être un auditorium, par exemple, dont l'accès est ouvert à des extérieurs et du coup ne dépend pas uniquement quelque part des leviers d'action des occupants ou des locataires du bâtiment. Et dans ce cas-là, la consommation de ces espaces est, elle, déclarée par le propriétaire. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation réglementaire en matière de répartition des remontées. En revanche, il y a l'obligation implicite qu'un accord soit trouvé entre les différentes parties pour parvenir à remonter ces données. Voilà, un mot sur le dossier de modulation technique également, qui est une possibilité qui est proposée pour tenir compte des spécificités des bâtiments. Donc, encore une fois, on retrouve l'objectif du texte de s'ajuster au cas particulier dans un degré relativement important. Et donc, il est possible de déposer un dossier s'il y a, par exemple, des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales. Mais également une disproportion économique. Donc, c'est une disproportion donc, qui est explicitée à l'article 7 et qui permet d'évaluer les temps de retour sur investissement pour savoir si un investissement est quelque part éligible, donc réalisable au titre du dispositif. Un point également sur la mutualisation et l'agrégation des résultats. Donc, normalement, on en a déjà parlé régulièrement, mais la mutualisation, c'est un concept qui est relativement clair et connu du dispositif désormais. La consolidation, elle vise à récompenser l'effort global sans pointer du doigt un échec particulier. Autrement dit, si un exploitant ou un propriétaire arrive à prouver que sur l'ensemble d'un certain nombre de lignes, donc lignes qui correspondent à des surfaces, on va dire, il a réussi à atteindre ses objectifs, bien que sur quelques-unes, un nombre très restreint, il ne l'ait pas fait,
quelque part, on considère que globalement, il a fait le travail. Alors, comment ça se calcule une mutualisation? Il y a des actifs, des surfaces, on va dire, qui ont des crédits en plus parce qu'elles sont allées plus loin que ce qui était attendu et qui peuvent les transférer à d'autres lignes qui auraient, elles, un manque d'économie à présenter. Et donc, en faisant ce petit calcul et ces transferts de résultats d'une ligne à l'autre, eh bien, on peut avoir une vision au niveau, une vision mutualisée au niveau d'un patrimoine. Alors, je dis patrimoine, mais ça peut être tout aussi bien un ensemble de lignes locatives. Donc là, c'est un point sur lequel il faut regarder. Mais aujourd'hui, la mutualisation peut être effectuée par des locataires ou par des propriétaires. En revanche, il y a un doute qui subsiste sur le fait de mutualiser les mêmes surfaces chez les uns et chez les autres. A priori, ce ne serait pas possible. Alors maintenant, concernant l'agrégation, l'idée derrière l'agrégation, qui est un concept qui est plus récent que le concept de mutualisation dans le texte, c'est vraiment de pouvoir conserver une vision bâtiment, alors même que le maillon sur lequel on raisonne pour regarder l'atteinte des objectifs, c'est le maillon de l'EFA, c'est-à-dire l'entité fonctionnelle assujettie. Donc l'entité fonctionnelle assujettie, c'est vraiment le croisement du siret particulier avec la surface qu'il occupe. Et ça nous permet de regarder s'il a atteint les objectifs dans ces surfaces concernées. Mais c'est important de conserver une vision bâtiment et c'est la raison pour laquelle le ministère propose d'intégrer cette notion d'agrégation qui vient donc sommer tous les résultats qui sont faits, notamment, ça s'appuie sur l'identifiant unique bâtimentaire, donc l'IUB, et ça permettrait de générer une attestation annuelle. Alors, cette attestation annuelle agrégée, pour le coup, serait simplement indicative. Ça permettrait d'avoir la vision, mais ce ne serait pas à partir de la base de cette attestation, donc de cette agrégation, qu'on pourrait voir si oui ou non les objectifs ont été atteints. Alors, je ne vais pas m'étendre trop sur ces slides qui sont des extraits de la FAQ d'Opéra sur les leviers d'action. Mais je voulais quand même vous présenter des leviers d'action pour dire que l'objectif d'Opéra, c'est d'engager le passage, d'Opéra, du dispositif, ou plus globalement, c'est d'engager le passage à l'action des acteurs. Et donc, sur la FAQ, il y a un certain nombre de leviers d'action qui sont listés afin de pouvoir avoir une vision des choses qui sont possibles de faire. Alors, évidemment, il y a des choses qui sont plutôt à la main des propriétaires, ce que vous voyez là. Et puis, il y a des actions qui, elles, se situent plutôt au niveau utilisateur. Donc, sans surprise, tout ce qui concerne l'enveloppe ou les équipements, des choses un peu plus techniques, des éléments de gestion active des équipements, des installations type des Crébax typiquement, ça incombe aux propriétaires. Mais si on regarde la maintenance de certains équipements ou bien l'adaptation à un usage qui soit relativement sobre, le comportement des usagers, là, on est directement dans la responsabilité et le levier d'action possible des utilisateurs des locaux. Donc, on le voit, il y a une répartition relativement diverse en termes de à qui incombe quel levier. Mais ce qu'on voit, c'est que ces leviers sont répartis. Et ça, c'est important parce qu'au niveau d'économies d'énergie qui sont visées, donc pour rappel, moins 60% à horizon 2050, en fait, on sait que moins 60% à horizon 2050, c'est possible en mobilisant l'ensemble des leviers, à la fois côté utilisateur occupant et à la fois côté propriétaire. Alors, concernant le dossier technique, c'est un petit peu pareil. Il y a certaines études, certaines actions identifiées qui incombent plutôt aux exploitants et certaines actions qui incombent plutôt aux propriétaires. Dans tous les cas, cette FAQ, encore une fois, fait le travail d'essayer de lister et de répartir les obligations, quitte à voir que peut-être spécifiquement, ponctuellement, il y a une répartition qui n'est pas forcément celle que vous auriez en tête, mais en tous les cas, elle fait cet exercice de vous proposer une répartition possible par levier d'action. Voilà, on vous a remis, mais celle-là, vous l'avez déjà vue, je pense, des dizaines de fois, l'attestation annuelle, pour que vous ayez en tête toujours cette idée de, finalement, la trajectoire avec son corridor dans lequel ça fonctionne.
et puis à un endroit où on s'éloigne un peu trop de la trajectoire pour être raccord avec l'objectif final et les objectifs intermédiaires. Et donc, c'est ce type d'attestation que vous auriez à la fois au niveau de l'entité fonctionnelle assujettie et puis à la fois dans sa version agrégée avec le bâtiment via l'IUB. Voilà. Et puis alors maintenant, si on regarde à la fin de la première décennie, quelque part, qu'est-ce qui se passe en termes de sanctions? Là encore, vous avez la référence de l'article concerné. Alors, on a établi ici dans ce logigramme 2 cas de figure. Le premier, c'est qu'il n'y a juste aucune donnée qui est transmise sur la plateforme. Donc, dans ce cas-là, c'est une mise en demeure avec un délai accordé de 3 mois. Et si les données ne sont toujours pas transmises, dans ce cas-là, les sanctions s'appliquent. Ensuite, on a un deuxième cas qu'on a établi ici, c'est on a transmis chaque année ces données telles que requis par la réglementation. En revanche, à la fin, une fois le calcul effectué, on se rend compte qu'on n'atteint pas les objectifs, ni en valeur absolue, donc ni en valeur relative. Dans ce cas-là, il faut établir un programme d'action et on a 6 mois pour établir ce programme et l'initier. Ensuite, soit il y a un délai pour initier ces actions, auquel cas on se rend compte que c'est bon et il n'y aura pas de sanctions, soit il y a un non-respect de ce programme d'action, auquel cas les sanctions s'appliquent. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si on laisse de côté le cas où il y a 0 données qui sont transmises, mais qui est vraiment un cas extrême, les sanctions, elles aboutissent, elles s'appliquent au moment où, à différentes étapes, il y a eu une absence totale de dialogue entre l'administration et les personnes assujetties. Et du coup, absence totale d'action initiée pour rectifier le tir. Voilà, et donc ces sanctions, donc évidemment, il y a la question de la notation qui permet également d'évaluer la façon dont les objectifs ont été atteints, et un système de name and shame dont on a beaucoup parlé pour établir, on va dire, les bons élèves au titre de ce dispositif et les mauvais élèves. Concernant les sanctions financières, ça a pareil déjà été communiqué, mais c'est une contravention de 5e classe au maximum, c'est-à-dire 7 500 € pour les personnes morales. Voilà. Alors, si j'en viens maintenant à l'arrêté, donc au projet d'arrêté valeur absolue 2, donc ça, c'est le projet qui a été transmis pour consultation publique en février dernier. Donc, ce document, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau par rapport à ce qu'on avait déjà en tête dans les principes d'application et les principes objectifs du dispositif? Alors, il vient apporter des précisions sur la façon de gérer le cas des bâtiments multi-occupations. Donc, c'est ce qu'on vous a mis ici avec les répartitions au tantième sur les consommations des espaces communs. Ça, c'est précisé dans ce projet. Il vient intégrer le cas des bâtiments neufs. Alors, les bâtiments neufs, je vous l'avais dit, font partie du périmètre, quelle que soit la date à laquelle ils sont livrés. Donc, d'ici 2030, tous les bâtiments à venir à construire seront concernés. Et du coup, là, l'arrêté, le projet du moins, vient prendre en compte la période de rodage du bâtiment. Donc, ce qui est proposé, c'est corriger l'année de référence jusqu'à 2 ans après la date de réception du bâtiment. Donc, proposer une attestation et notation à l'échelle du bâtiment, ça rejoint cette fameuse agrégation que j'évoquais juste avant. Encadrer les procédures d'échantillonnage dans les dossiers techniques. Donc, ça, c'est des précisions qui viennent limiter l'utilisation de l'échantillonnage de façon abusive, clairement, pour établir un programme à minima en dupliquant le cas d'un bâtiment spécifique à des bâtiments qui n'auraient pas du tout les mêmes caractéristiques techniques. Donc là, le texte vient bien expliquer que non, il faudra s'assurer que ce soit vraiment des bâtiments qui aient les mêmes caractéristiques, qui soient dans les mêmes zones climatiques et ainsi de suite. Valoriser les réseaux de chaud et de froid. Donc là, il y a eu un travail qui a été mené sur les facteurs de conversion en énergie finale pour le cas des réseaux de chaud et de froid, pour intégrer la question de la performance de ces réseaux et reporter officiellement la date de la première notation à 2022.
Donc ça, c'est ce qui est intégré donc, à ce projet d'arrêté. Alors, je vous ai dit, j'ai vérifié le journal officiel, ça n'avait pas été publié aujourd'hui, mais ça devrait être publié vraiment de façon imminente, donc d'un jour à l'autre. Alors, du coup, quelles sont les prochaines étapes rapidement pour clore et conclure cette première partie? Alors, tout d'abord, bien, il va y avoir justement la publication officielle de cet arrêté qui est pour le moment en projet valeur absolue 2. Il va y avoir une consultation aussi à venir sur l'arrêté valeur absolue 3, puisqu'il manque encore, je ne l'ai pas évoqué précisément, mais il manque encore un certain nombre de valeurs absolues pour pas mal de typologies d'actifs, donc notamment les commerces et les hôtels. Ensuite, au 30 septembre 2022, on a la première remontée de données d'Opéra avec la fixation de l'année de référence qui est également requise de la part des assujettis. Ensuite, à fin 2024, donc une première analyse détaillée des données transmises donc, concernant les années 2020 à 2023. Alors, je n'ai pas précisé, mais au 30 septembre, c'est les données de l'année 2020 et 2021 qui sont attendues sur Opéra. Et puis, à 2027, donc c'est la deadline ultime, j'allais dire, pour faire une déclaration de modulation avec dossier technique pour disproportion économique. Et puis, fin 2031, donc une fois qu'on a les données de l'année 2030 qui sont reportées sur la plateforme, encore une fois, la vérification de l'atteinte des objectifs pour la première décennie. Donc, les données doivent être transmises au plus tard le 30 septembre de l'année suivante. C'est ce qu'on vous a mis en bas avec, encore une fois, la référence de l'article concerné. Donc voilà qui clôt ma partie sur un tour d'horizon du dispositif avec quelques points de nouveautés, les points qui restent en suspens à aujourd'hui, et puis surtout vous donner encore une fois les articles précis pour que vous puissiez vous approprier de mieux en mieux ce dispositif complexe. Et je passe la parole à Emerson Cabane de l'ADEME. Bonjour à tous, j'espère qu'on m'entend bien. Du coup, on va pouvoir enchaîner sur une présentation des principales actualités de la plateforme. Qu'est-ce qu'il est possible de faire depuis le 1er janvier 2022? Qu'est-ce qui est attendu et et des différentes évolutions à venir? Et puis, on va faire une présentation assez synthétique. L'idée, c'est d'avoir vraiment le maximum de temps pour qu'on puisse échanger et répondre à vos questions si vous en avez. Donc, on peut passer au slide suivant. Je ne sais pas si je dois faire défiler les slides. Je vois que ça ne bouge pas de mon côté. Super, je vois que ça fonctionne. Voilà, c'est parfait, merci beaucoup. Donc du coup, je commence par faire un avant-propos rapide pour bien rappeler le contexte de l'année 2022, qui est avant tout une année d'apprentissage pour entrer dans le dispositif et pour prendre en main la plateforme Opéra, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que 2022, c'est la première année de remontée de données sur Opéra, donc il est tout à fait normal qu'il y ait un temps d'acculturation à la réglementation et un temps de prise en main de la plateforme pour réaliser les déclarations. C'est pourquoi il a été rappelé la semaine dernière, mais également tout à l'heure par Sabine, qu'il y aura de la souplesse pour les premières déclarations, avec notamment des facilités en ce qui concerne la saisie des surfaces selon les différentes catégories d'activités, par exemple, et également la possibilité de recourir au droit à l'erreur pour modifier une déclaration déjà effectuée. Aussi, je rappelle que dans les déclarations attendues au 30 septembre 2022, il y a notamment les déclarations de consommation des années 2021 et 2020, et que ces deux déclarations, elles ne font pas l'objet de la production d'une attestation annuelle. Aussi, on peut dire que l'année 2022, c'est l'année la plus chargée en termes de saisie, parce que c'est vrai que c'est la première année de remontée de données. Donc, les assujettis doivent en même temps s'inscrire sur Opéra, déclarer leur patrimoine assujetti, déclarer plusieurs déclarations de consommation. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en phase de routine du dispositif, il y aura une bonne partie de cette charge qui ne sera pas reportée sur les années suivantes. Par exemple, on est en train de travailler pour faire en sorte que s'il n'y a pas eu de changement sur un patrimoine, qu'il n'y ait pas lieu de le redéclarer dans les années suivantes et de uniquement mettre à jour sa déclaration de consommation. Aussi, 2022, c'est une année particulière pour nous, ADEME, pour tenir compte des retours utilisateurs qui nous sont remontés
qui nous sont remontés et essayer de les traiter les plus rapidement possible pour essayer de fluidifier au maximum le parcours. C'est pourquoi on a vraiment décidé d'accorder une priorité aux fonctionnalités déclaratives pendant cette année et à leur amélioration par rapport à des fonctionnalités plus avancées comme la génération des attestations annuelles ou autres fonctionnalités de statistiques qui viendront dans un deuxième temps. Du coup, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Merci. Avant de continuer, je rappelle les deux modes opératoires qui sont disponibles pour effectuer les déclarations de 2022. Donc, le premier qu'on appelle interface aux machines, qui consiste à réaliser ces déclarations écran après écran directement sur le site Opera. Et le deuxième mode opératoire qu'on appelle import de fichiers, il consiste à concentrer plusieurs déclarations dans un fichier CSV pour ensuite venir l'importer sur Opera et réaliser toutes ces déclarations en une seule opération. Et je précise que toutes les actions sont réalisables par l'interface ou par l'import de fichiers, que ce soit la création des comptes, la déclaration du patrimoine assujetti ou la déclaration des consommations. Aussi, pour celles et ceux qui s'orientent vers un import de fichiers, je rappelle qu'il est vraiment très fortement conseillé de commencer par s'acculturer en réalisant une ou plusieurs déclarations sur l'interface, tout simplement parce qu'en fait, le fichier CSV, ça n'est que le reflet dans une table de ce qu'on peut retrouver sur l'interface. Et donc, une fois qu'on a bien compris sur l'interface le fonctionnement des données à déclarer, il est beaucoup plus facile de générer un fichier CSV correct et en procédant comme ça, on limite du coup fortement les risques de rejet. Et enfin, je rappelle que l'objectif est que l'on puisse proposer un troisième mode opératoire en 2023, celui de l'interfaçage d'Opera avec des logiciels tiers pour que les assujettis puissent venir réaliser les déclarations sans passer par l'intermédiaire du fichier CSV. Donc maintenant, je vais faire un tour d'horizon du planning de déploiement des fonctionnalités pour récapituler ce qui est possible de faire et ce qui le sera très prochainement. Donc, depuis le 1er janvier 2022, on a toutes les fonctionnalités qui permettent de s'inscrire, de créer des comptes, de déclarer le patrimoine assujetti, on parle d'entité fonctionnelle dans les textes réglementaires, et des consommations annuelles par l'interface ou par import de fichiers qui sont disponibles, avec également la possibilité d'importer automatiquement des données de consommation depuis certains gestionnaires de réseaux de distribution. C'est fonctionnel depuis quelques semaines pour ce qui concerne Enedis et qui peut permettre déjà de se conforter dans les déclarations à effectuer. Donc ainsi, on peut dire que depuis le début de l'année 2022, on a la très grande majorité, la quasi-totalité des assujettis qui peuvent effectuer leur déclaration de patrimoine assujetti, donc la déclaration d'entité fonctionnelle, et que également depuis le 1er janvier, les déclarations de consommation de l'année 2021 et 2020, elles peuvent être effectuées pour les activités qui sont définies dans l'arrêté du 24 novembre 2020. Et qu'est-ce qui sera disponible du coup donc à partir d'avril 2022, et il est même possible, là, au moment où je vous parle, d'effectuer les déclarations des données de référence. C'est le point de départ, c'est exactement le même que celui des déclarations de consommation annuelle. Et on pourra très prochainement retrouver l'intégralité de la segmentation, c'est-à-dire des catégories et des sous-catégories d'activités qu'il est possible de renseigner, ce qui permettra vraiment de réaliser et de compléter toutes les déclarations attendues. Et bien sûr, comme ça a été précisé tout à l'heure par Sabine, la production réglementaire, elle va continuer, notamment avec la production de l'arrêté valeur absolue 3. Et donc, Opera a vocation à être mise à jour régulièrement des compléments qui seront apportés à la réglementation. Voilà pour le planning. On peut donc parler maintenant des documents, des supports qui sont disponibles parce qu'on constate que beaucoup d'utilisateurs n'en ont pas forcément connaissance. Donc, je fais un rappel des supports qui sont disponibles aujourd'hui et ceux qui le seront demain. Donc, dans l'onglet ressources d'Opera, il est possible de retrouver un guide utilisateur qui a pour vocation d'expliquer les grands principes de fonctionnement de la plateforme, ainsi que la quasi-totalité des fonctionnalités qu'il est possible de retrouver sur Opera. Donc, je rappelle de suite que la lecture de ce guide, elle n'est pas nécessaire, mais il est bon de savoir qu'il existe. En cas de blocage, on sait qu'on a comme ça de fortes chances de pouvoir s'y référer pour se débloquer. Et dans les tout prochains jours, on va poster une version améliorée de ce guide avec une ergonomie un peu revue pour qu'il puisse être un peu plus simple à appréhender. On peut voir là dans la capture d'écran en bas à droite à quoi ressemblera là, le guide de mise à jour qui sera mis à jour dans les tout prochains jours.
Aussi, on est en train de travailler sur la réalisation là, dans le courant du printemps 2022, donc c'est vraiment en ce moment, d'une vidéo de démonstration de l'utilisation de la plateforme Opera de A à Z. Donc, dans cette vidéo, on va illustrer sur la base d'un exemple concret l'intégralité du parcours depuis la phase d'inscription jusqu'à la réalisation des déclarations de consommation. Ensuite, on a pour ambition de décliner cette vidéo sous forme de tutoriel pour venir potentiellement débloquer un utilisateur sur une étape bien précise. Donc, par exemple, on retrouvera un tutoriel sur comment déclarer une entité fonctionnelle, comment réaliser un import de fichiers CSV. Donc, comme ça, on aura plusieurs supports accessibles. On aura à la fois le guide d'utilisateur ou alors un tutoriel vidéo pour se débloquer. Et également, il sera aussi possible de retrouver certains éléments dans la partie de la vidéo complète de démonstration. Et bien sûr, je rappelle que si les supports existants ne suffisent pas, il est toujours possible de se référer à une assistance support dont les onglets sont disponibles dans la page contact d'Opera. Voilà pour les supports disponibles et ceux qui le seront. Avant de parler des dernières évolutions, je fais un rapide focus sur l'exercice de concertation qu'on a mené en fin 2021 et qu'on continue de mener et qui nous aide justement à améliorer les fonctionnalités existantes d'une part avec le retour des utilisateurs, mais également à travers la consultation d'un panel d'assujettis, ça nous aide à concevoir et à anticiper des évolutions un petit peu plus avancées. Donc, ce processus, il nous permet d'identifier des principaux points à améliorer et d'essayer qu'on puisse y répondre avec la meilleure réactivité possible. Donc là, on peut passer à la slide suivante. Juste pour schématiser, donc en fait, on voit qu'on a 3 vecteurs pour nous qui sont sources dans lesquels on se nourrit pour améliorer la plateforme. C'est d'une part l'assistance utilisateur parce que voilà, ça nous permet d'améliorer les fonctionnalités qui existent déjà. La concertation qui nous permet d'améliorer les fonctionnalités existantes, mais également les fonctionnalités un petit peu plus avancées. Et bien sûr, lors des événements de portage comme celui-là, ça nous permet aussi de prendre en compte certaines remarques, certaines questions et de voir s'il y a des points à éclaircir, que ce soit sur l'interface ou pour les fonctionnalités d'import de fichiers CSV. Avec vraiment la priorité qui est vraiment donnée aux fonctionnalités déclaratives en 2022. Donc, ces différents vecteurs, ils nous ont permis déjà d'apporter et de continuer à prendre en compte un certain nombre d'adaptations. Donc, il y en a quelques-unes qui sont listées, c'est vraiment pas exhaustif. Je ne vais peut-être pas toutes les lister, mais ça permet de voir un peu ce qu'on a mené ces dernières semaines et ce qu'on continue de mener. Donc, on voit qu'on a apporté des précisions sur quelques notions techniques dont on a vu que voilà, ça le méritait, comme par exemple les identifiants uniques bâtimentaires, l'étape de déclaration des données de consommation. On est en train de simplifier la manière de désigner un propriétaire par sa structure plutôt que par son établissement, donc en le désignant par un numéro de sirène plutôt que par un numéro de sirette. Ensuite, on est en train d'effectuer des améliorations pour permettre de mieux visualiser, de visualiser tout court l'ensemble des stations météo qu'il est possible de sélectionner sur une carte pour vraiment aider à faire le meilleur choix possible en termes de stations météo pour qu'il y ait le climat le plus représentatif possible pour quand les consommations seront ajustées du climat. Et aussi, je précise qu'on a augmenté récemment la fréquence de traitement des imports CSV. Donc, avant, c'était un traitement nocturne. C'est vrai que c'était assez lourd parce qu'il fallait qu'un utilisateur fasse un import, attendre le lendemain pour voir si l'import avait réussi ou échoué et le corriger. Donc là, maintenant, on a des imports qui se lancent plusieurs fois par heure. Et donc, ça peut vraiment permettre, dans une même journée, voire demi-journée, de réaliser plusieurs essais et corrections d'un coup. Et on a encore dans l'idée d'encore augmenter la fréquence dans les semaines et les mois à venir. Voilà pour les quelques adaptations. Je fais aussi un focus sur les collectivités territoriales, les opérateurs de l'État qui sont concernés par un cas où il se peut qu'il n'y ait pas de numéro de SIRET pour un établissement assujetti, ce qui ne se présente pas en règle générale dans le secteur privé. Et donc là, on est là encore en train de finaliser des adaptations pour permettre de mieux prendre en compte ces configurations tout en collant au maximum à l'existant, donc pour ne pas avoir un parcours complètement à part dans ces cas-là. Donc voilà, j'ai fait une présentation un peu rapide comme ça, je pense qu'on aura un maximum de temps pour répondre à vos questions sur la saisie des données sur Opera. Donc... Merci Emerson. Du coup, on peut passer à la catégorie questions. On nous demande où déclarer l'année de référence sur Opera. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été déployé récemment, au 1er avril.
Et donc, le point de départ, c'est vraiment le même que les déclarations de consommation annuelles. Donc, quand on est sur Opera, on a le menu consommation et déclarer une consommation. On peut cliquer sur déclarer une consommation et on voit que le premier choix qui s'offre à nous, c'est une liste déroulante où on peut sélectionner soit l'année 2021, donc déclaration de consommation annuelle de l'année 2021, soit l'année 2020, soit année de référence. Et dans ce cas-là, on a la possibilité de choisir une période d'un an au choix entre 2010 et 2019 pour effectuer sa déclaration. Et tout le reste du parcours est strictement identique par rapport aux déclarations de consommation annuelles. Ok, merci Emerson. On va continuer avec une question de ton côté, puisque Sabine a encore un petit problème de connexion. La question sur la déclaration des surfaces qui sont occupées en 2020, mais vacantes en 2021 et 2022. Comment ça se passe? Alors, c'est pour ça que si vous avez eu l'occasion déjà de tester la plateforme, la déclaration de tout ce qui est surface se fait non pas dans la déclaration de patrimoine assujetti, donc ce n'est pas dans la déclaration d'entité fonctionnelle que vous pouvez déclarer vos surfaces et vos activités, c'est vraiment dans le parcours de déclaration des consommations annuelles qu'on retrouve une étape activité, où il est possible de déclarer du coup 500 mètres carrés de bureaux standards, 300 mètres carrés de auditorium par exemple, et donc c'est vraiment dans le parcours de déclaration de consommation annuelle. Et donc il est tout à fait possible d'avoir une certaine déclaration de l'activité en 2021 qui ne soit pas identique à celle de l'année 2020 et qui soit aussi, si ça correspond à la réalité, différente dans la période de référence. Et ce sera également le cas pour les années suivantes. Merci Emerson, je vois que Sabine est revenue. Je vais reposer ma question du coup sur la mutualisation. On nous demande si la priorité est plutôt donnée du côté locataire ou propriétaire. Alors, de ce qu'on comprend de l'esprit du texte aujourd'hui, la priorité semble, alors je mets des guillemets, mais semble plutôt du côté du locataire, ce qui voudrait dire qu'il y aurait un accord à trouver et un dialogue à mener, encore une fois, entre le propriétaire et ses locataires pour pouvoir s'assurer qu'il mutualise les lignes qu'il souhaite faire, qu'il souhaite mutualiser. Peut-être essayer de compléter pour dire que oui, il y a beaucoup de modalités qui restent encore à préciser là-dessus et que le principe peut-être de cette mutualisation, ça sera que en fait, une entité fonctionnelle, elle pourra se retrouver que dans un seul périmètre de mutualisation et pas venir servir à baisser, on va dire, à participer à l'atteinte des objectifs de périmètres différents. Donc, c'est ça le grand principe. Après, voilà, certaines modalités restent à préciser, mais les fondamentaux, c'est cela. D'où la nécessité de bien se parler pour se coordonner. Okay. Merci pour vos réponses. Une question pour Emerson. Comment déclarer un changement structurel d'une entité fonctionnelle? Exemple, un avenant modifie la surface du bail. Alors, si on est dans une modification de surface, par exemple, il y a eu acquisition de 500 mètres carrés de bureaux en cours d'année, c'est tout à fait possible de le déclarer comme tel à l'étape d'activité, la déclaration de consommation, parce qu'on n'est pas obligé de déclarer une activité sur l'année qui est en cours de déclaration. Par exemple, si moi, je déclare 2021 sur la période 1er janvier 2021, 31 décembre 2022, je peux tout à fait déclarer, si ça correspond à la réalité, que j'ai eu 500 mètres carrés d'activité bureau à partir du 1er juin et jusqu'au 31 décembre 2022. Et donc, on peut déclarer comme ça des activités partielles. Et ce qui permettra aussi, je précise que en fait, cette activité, elle conditionne aussi, quand ils seront disponibles, du coup, le calcul des objectifs en valeur absolue. Parce que les objectifs, comme ça a été exposé par Sabine, ils sont définis activité par activité dans les textes réglementaires. Et donc, c'est sur la base de cette déclaration de l'activité que seront calculés notamment l'objectif en valeur absolue. Merci Emerson. Une question plus du côté de Sabine. Quelle année de référence déclarer si nous sommes nouvel occupant depuis 2020 ou 2021? Alors, effectivement, si vous venez d'arriver dans les locaux, a priori, le plus simple, c'est d'avoir cette année de référence, donc l'année d'entrée dans les locaux comme année de référence, sachant que, Emerson, dis-moi si je me trompe, mais ni 2020 ni 2021 ne peuvent compter comme année de référence.
pour la simple et bonne raison que les effets liés à la gestion sanitaire de la pandémie de Covid a rendu ces années quelque part inopérantes pour servir de référence. Du moins, c'est le raisonnement qui a été suivi. Donc, dans ces cas-là, de quelqu'un qui est rentré en 2020 ou 2021, soit il y a possibilité de remonter les données de consommation, de récupérer celles qui correspondent exactement aux surfaces concernées, soit effectivement, dans ce cas-là, je ne sais pas très bien s'ils sont rentrés dans les locaux en 2020 d'un bâtiment existant, que 2020 ni 2021 ne comptent. En fait, on est obligé de caler une année inférieure à 2020, donc je ne sais pas très bien dans ce cas-là comment on ferait. Alors, dans ce cas-là, en fait, s'il n'y a pas de données, soit si il y a un bâtiment construit en 2020 ou 2021 ou un changement de locataire à partir du 1er janvier 2021, par exemple, là, du coup, c'est vrai qu'il n'y aura pas d'historique de données sur la période de référence, 2010-2019. Et dans ce cas-là, les textes prévoient que c'est la première année pleine d'exploitation autorisée qui fera office de déclaration de référence. Donc, si l'activité a été très fortement impactée par la crise sanitaire, ça ne sera pas 2020 ni 2021. Il faudra attendre la première déclaration de consommation annuelle de l'année 2022 pour venir définir l'année de référence et ainsi calculer les objectifs en valeur relative. Merci pour vos réponses. On a une autre question pour Sabine. Le propriétaire doit-il se déclarer sur Opéra si tout le bâtiment est loué par un monolocataire? Alors, vas-y, Emerson. Je peux peut-être essayer de donner le grand principe d'Opéra. En fait, Opéra, pour déclarer un patrimoine, c'est conçu de telle sorte à ce que aussi bien le propriétaire puisse initier la déclaration d'entité fonctionnelle et aussi bien le locataire. Donc, en fait, Sabine a mis l'accent sur la notion de dialogue qui était importante. Ce qui est important, c'est bien se coordonner sur le qui fait quoi, parce que Opéra permet aux deux de le faire. On est en train de faire des améliorations aussi pour permettre d'identifier d'éventuels doublons, mais qui sont à venir. Et donc, il y a une étape structurante de la déclaration d'entité fonctionnelle qui est l'étape occupation, où en fait, on demande, si c'est le propriétaire qui effectue la déclaration, on demande de renseigner qui est le locataire. Et si jamais c'est le locataire qui effectue la déclaration de patrimoine, on demande de renseigner qui est le propriétaire. Et en fait, pourquoi? Parce qu'à l'issue de la déclaration de patrimoine, en fait, ces deux personnes, qu'elles aient ou non initié elles-mêmes la déclaration, elles vont pouvoir ensuite travailler sur le même objet et donc participer à la même déclaration de consommation. Donc, voilà un peu la philosophie des déclarations à effectuer sur Opéra entre propriétaires et locataires. Donc, Opéra permet tout. Elle permet au propriétaire de tout faire, elle permet à l'occupant de tout faire, ou elle permet aussi bien aux propriétaires et aux preneurs à bail de faire chacun sa part du travail dans la limite des consommations qu'ils connaissent si jamais ils ne veulent pas se les communiquer en amont de venir sur Opéra. Et du coup, pour compléter, l'idée, c'est que si donc, soit le locataire, soit le propriétaire a pris les devants, eh bien, au moment où l'autre partie arrive sur Opéra, se crée un compte et regarde, en fait, il soit tout de suite notifié qu'il y a eu quelque chose de fait sur les bâtiments et les surfaces qui le concernent. Ok, merci à tous les deux. Une question plus du côté de la plateforme. On demande comment peut-on choisir l'année de référence sans la possibilité de comparer entre plusieurs années de référence sur Opéra? Alors, c'est vrai que pour le moment, l'année de référence, donc je rappelle qu'elle peut être choisie au choix, pour celles et ceux qui ont des données et qui étaient présents jusqu'en 2010, c'est une période d'1 an entre 2010 et 2019. Et du coup, c'est vrai qu'il y a plusieurs années, plusieurs périodes qui peuvent être retenues entre toute cette plage, plusieurs périodes d'1 an. Et donc, il peut être intéressant de pouvoir les tester parce qu'on peut avoir certaines années où l'influence du climat a plus ou moins joué. Mais pour le moment, sur Opéra, on ne retrouve pas encore les ajustements climatiques des consommations pour une raison simple, parce que pour celles et ceux qui ont pu consulter les projets d'arrêté valeur absolue 2, dans les méthodes d'ajustement climatique, on peut voir qu'une des données d'entrée
il y a notamment l'objectif en valeur absolue. Et que cet objectif en valeur absolue n'étant connu que pour très peu de catégories d'activités à ce jour, et il a vocation à être complété dans l'arrêté valeur absolue 3, on ne peut pas encore effectuer pour toutes les configurations les calculs d'ajustement climatique. Donc, ce sera disponible lorsque il y aura davantage de valeurs absolues qui seront connues. Mais en tout cas, voilà, lorsque ces méthodes seront implémentées, il y aura la possibilité de tester sur Opera plusieurs années de référence pour pouvoir voir voilà, laquelle est la plus favorable selon les ajustements climatiques qui sont réalisés. Merci pour cette précision. Du coup, plus une question du côté texte cette fois. Est-ce que chaque locataire successif sur un même local pourra choisir une année de référence propre? Alors, non. Sur un même local, donc s'il récupère les surfaces qui étaient louées précédemment par un autre locataire, il ne peut pas rechanger. Donc, si par exemple, il y a un bail qui se termine en 2025 et il y a un nouveau locataire qui rentre dans les lieux, il ne va pas pouvoir modifier l'année de référence qui aurait été fixée par exemple à 2018. Elle restera l'année de référence à 2018. Autrement dit, ce que ça implique, c'est que dans la gestion locative et dans la façon dont les utilisateurs, notamment les grands utilisateurs, vont gérer leurs baux, on peut s'attendre à ce qu'avant de signer et de s'engager sur des surfaces, d'autant plus au fur et à mesure qu'on va s'approcher de 2030, ils vont demander à voir l'année de référence fixée et les niveaux de consommation qu'ils auront derrière à assumer pour respecter leur trajectoire et l'objectif. Merci Sabine. Une autre question sur les installations photovoltaïques. Une installation photovoltaïque en autoconsommation permet de réduire sa consommation d'énergie finale. Cette action entre donc dans le... Est-ce que cette action entre dans le décret et permet au bâtiment d'être dans les clous? Alors là-dessus, une petite remarque en retour, c'est qu'une installation d'autoconsommation ne permet pas de réduire sa consommation en énergie finale. Elle permet simplement d'extraire une partie de sa consommation d'énergie finale de la facturation ou du compteur qui est installé, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Or, l'objectif du dispositif éco-énergie tertiaire, c'est quand même de viser la sobriété de la consommation avant de se dire que, quelque part, ce n'est pas grave si on consomme à partir d'énergies renouvelables. Donc, il est fort probable qu'il y ait une prise en compte, une clarification du cas des installations d'autoconsommation qui ne sont pas, à ma connaissance aujourd'hui, précisément visées dans les textes. Mais on peut s'attendre à ce que ce cas-là soit explicité et en toute logique, si on regarde l'objectif final qui est vraiment la sobriété énergétique quand même des bâtiments, ce serait probable que ces consommations ne puissent pas être quelque part déduites ou sortir de l'angle mort des consommations générales. Merci pour cette précision, Sabine. Une question plus du côté analyse de données. Cette fois, on nous demande par qui seront faites les analyses détaillées des données. Alors, ça, concernant les données, donc il y aura des analyses, des restitutions qui seront déjà proposées en accès libre sur la plateforme Opera. Et aussi, on a l'ambition de mettre en open data certaines données brutes, bien sûr, en respectant les conditions d'anonymisation et d'agrégation, pour pas qu'on puisse remonter nominativement à une déclaration, pour pas qu'on puisse identifier. Et donc, cette mise en open data, comme ça a pu être fait récemment sur d'autres systèmes d'information, dont certains de l'ADEME, comme par exemple l'Observatoire des DPE, elle viendra, voilà, ce sera une source de données brutes qui permettra à chacun de s'en saisir et d'effectuer des analyses. Donc, il y aura un certain niveau d'analyse qui sera proposé sur Opera, et après, il y aura à terme des mises en open data brutes de certaines données pour que chacun puisse s'en saisir et les réutiliser. Merci, Emerson. Peut-être pour répondre rapidement à une question, on nous demande si la présentation sera disponible. Oui, on l'enverra aux participants. Alors, non, on ne va pas l'envoyer aux participants, pardon, mais elle sera disponible sur notre centre de ressources, Talouen. Et du coup, on leur enverra le lien plutôt. En fait, non, il faudra aller sur Talouen. Ok. Alors, voilà pour cette question rapide. Après, il y a pas mal de cas d'études.
Dans le cas où mon bâtiment accueille 3 activités tertiaires différentes, comment établir mon objectif en valeur absolue? Alors, là, le bâtiment, ça dépend un peu du cas. Est-ce qu'il y a un seul établissement dedans, par exemple, ou est-ce qu'il y a plusieurs locataires, par exemple? Et dans ce cas-là, s'il y a plusieurs locataires, il y aura plusieurs entités fonctionnelles. Mais en tout cas, l'objectif en valeur absolue, il n'y aura pas besoin de le déterminer parce que Opera le fera pour vous sur la base des activités déclarées. Donc, ce que vous déclarez à l'étape activité, donc les surfaces, la période d'occupation et les activités, générera automatiquement, quand ce sera détaillé dans les textes réglementaires, hein, la valeur absolue, l'objectif en valeur absolue de votre entité fonctionnelle. Et ça, ce sera mis à jour, bien sûr, annuellement, parce qu'il se peut que d'une année sur l'autre, on n'ait pas la même répartition de surface par catégorie d'activité. Alors ça, je pense que c'est un point important à souligner, Emerson, ce que tu viens de dire, pour que les acteurs en aient bien conscience. Oui. C'est-à-dire que, en fait, si d'une année sur l'autre, la répartition que vous remplissez sur Opera varie, parce que l'usage que vous aurez fait des surfaces, qui sera fait des surfaces, aura varié, en fait, ça aura un impact sur les objectifs et le calcul, même l'objectif visé. Et donc, là, je pense à tous ceux qui auront besoin d'avoir une vision, un suivi en interne, hein, je veux dire en dehors d'Opéra, de leurs actions et de l'efficacité de leur trajectoire. Ce sera un paramètre à garder en tête au moment de faire ce suivi. Merci à tous les deux. Une question sur la vérification. Est-ce qu'il y a un dispositif de vérification de la réalité des déclarations, que ce soit des consommations ou des indicateurs d'intensité d'usage choisis, qui est prévu à ce jour? Oui, alors c'est prévu que les agents de l'État en charge des contrôles, donc sous l'autorité des préfets, ils pourront effectuer des contrôles. Donc déjà, un premier niveau de contrôle, ça peut être déjà, est-ce que la déclaration, elle a été faite ou pas faite? Et éventuellement, si elle n'a pas été faite, mettre en demeure les différents assujettis pour la faire. Et ensuite, sur une déclaration effectuée, il sera possible qu'il y ait une demande pour justifier les valeurs qui ont été renseignées. Donc, les valeurs de consommation, il faudra produire des justificatifs sur la base des factures d'énergie, par exemple. Voilà, s'il y a des indicateurs d'intensité d'usage, alors les textes le prévoient, je ne sais plus dans quel article, mais il y aura déjà un premier niveau. Opéra fera des premiers contrôles statistiques pour voir s'il y a des valeurs vraiment qui sont anormalement hautes ou basses, par exemple. Et voilà, ce sera probablement sur ces quelques déclarations qui sont considérées comme en dehors de la norme qu'il pourra y avoir peut-être des contrôles un petit peu plus ciblés et où on pourra demander de justifier certains indicateurs si vraiment ils ont un impact, par exemple, trop à la hausse de l'objectif à atteindre. Merci Emerson. Une autre question. S'il y a un RIE dont la surface est répartie par le propriétaire dans la surface de chaque EFA, peut-il être considéré comme une sous-catégorie d'activité de l'EFA, de chaque EFA? Je ne suis pas sûre d'avoir moi-même bien compris la question. Je ne sais pas si Sabine... En fait, j'ai l'impression que c'est comment gérer le RIE dans un bâtiment. Si, je pense qu'Emerson a compris la question. C'est est-ce que en gros, chacun des locataires doit-il déclarer une quote-part en surface du RIE comme sous-catégorie de leur surface à eux? C'est ça la question, je pense. Alors, je suis juste en train de vérifier en parallèle, mais il me semble qu'il y a eu une foire aux questions dédiée à ce sujet. Mais sinon, alors la question des RIE, normalement, le RIE peut être considéré comme une entité fonctionnelle à part entière et donc avoir ses propres données à déclarer, ses propres consommations d'énergie. Voilà. Mais je suis en train de vérifier si il n'y a pas une foire aux questions, peut-être c'est à vérifier. Mais, le cas d'école, ça reste quand même que le RIE déclare de son côté en tant que catégorie pleine et entière, on va dire. Et après, à vérifier en effet s'il y a des cas particuliers ou une flexibilité sur la façon de faire sur les RIE.
Morgane, peut-être une autre question en attendant. Une question en attendant. Il y a beaucoup de questions pour Emerson, en fait. Oui, Voilà. sur Opéra, parce que c'est normal, parce que les échéances approchant, Oui. c'est le côté pratique qui l'emporte. Oui, carrément. Bah, si le bâtiment est neuf, comment faire mieux en réduction de consommation si tout est déjà performant? Alors, si le bâtiment est neuf, c'est exactement pour le cas des bâtiments neufs qu'on a conçu les valeurs absolues. Donc, normalement, il se situera d'emblée en deçà de la valeur absolue de sa catégorie. Et quelque part, on peut estimer qu'il aura dans ce cas pas d'effort à faire. Alors maintenant, le cas d'un bâtiment neuf qui ne serait pas d'emblée en deçà de la valeur seuil de sa catégorie, bah là, il y aurait des questions à se poser certainement sur l'usage qui fait des surfaces. Et du coup, dans ce cas-là, ce n'est pas inintéressant que les occupants, donc les locataires, aient aussi des leviers d'action à engager. En gros, pour s'assurer que la performance technique intrinsèque vendue du bâtiment neuf corresponde à une consommation d'énergie réelle constatée performante. Tout à fait, merci Sabine. Peut-être une question encore sur les objectifs, donc plus du côté texte, pardon. Pour les bâtiments en multi-occupation, est-ce que des objectifs 2030 doivent être définis pour chaque locataire ou plutôt une seule valeur pour le bâtiment entier qui sera ensuite répartie à chaque locataire? Non, les objectifs, ils se calculent vraiment à la maille de l'entité fonctionnelle assujettie, donc le FA. Ce qui veut dire que dans le cas où on a plusieurs locataires, c'est vraiment chaque locataire avec ses surfaces spécifiques qui aura l'objectif calculé. Et donc, l'agrégation qui pourra être faite de l'ensemble de ces consommations pour avoir la vision bâtiment, elle ne sera qu'indicative. Ouais. Merci Sabine. Peut-être une question pour Emerson. Est-il prévu que les bailleurs puissent automatiser la remontée des consommations communes par les GRD et répartir automatiquement aux différentes EFA du bâtiment en renseignant des tantièmes? Alors, juste une petite précision déjà sur les remontées de données depuis les gestionnaires de réseau de distribution. Alors, sur Opéra, ça fonctionne sur les déclarations de consommation annuelles, pas sur les déclarations de consommation de référence. Il y a certains gestionnaires qui proposent des services pour remonter jusqu'aux données de référence, mais ce sera en dehors d'Opéra. Et en fait, comment ça marche sur Opéra? Donc, vous pouvez, ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez bénéficier de cette remontée de données, il vous faut déclarer vos compteurs d'énergie, donner une autorisation express, c'est-à-dire votre accord pour que l'ADEME aille collecter des données qui vous concernent en termes de consommation d'énergie. Et ensuite, automatiquement, si ces deux conditions sont remplies, dans le parcours de déclaration des consommations annuelles, vous pouvez retrouver la consommation sur la période de déclaration relative à chaque compteur. Et donc, ce n'est qu'une indication, c'est-à-dire que ça ne remplace pas à faire la saisie. Donc, du coup, c'est une indication pour vous conforter dans les déclarations à effectuer. Mais ça ne dispense pas pour l'assujetti de consolider cette donnée à partir de ces factures et de la réinscrire si elle est pertinente ou d'inscrire une valeur différente si jamais elle ne correspond pas forcément à la réalité. Et dans le cas où typiquement cette donnée cette remontée de données n'est pas pertinente, c'est typiquement dans le cas des compteurs d'énergie qui desservent plusieurs entités fonctionnelles. Parce que là, par définition, les déclarations sur Opéra se font à la maille entité fonctionnelle. Et donc, ça marche bien que quand le compteur se limite vraiment au périmètre de l'entité fonctionnelle à déclarer. Et donc, s'il en dessert plusieurs, la remontée de données ne sera pas pertinente. D'accord, merci. On peut peut-être finir sur une dernière question de calendrier, puisque nous, on va passer aussi à notre calendrier à nous. Quand sera-t-il prévu une démonstration d'un cas pratique de l'utilisation de la plateforme Opéra? Alors là, du coup, c'est le deuxième document d'accompagnement dont je vous ai parlé.
Là, du coup, on y travaille. On essaye de faire en sorte pour qu'avant la fin du mois de mai, il y ait vraiment cette vidéo disponible. Et elle sera disponible, comme tous les autres documents, dans l'onglet ressources d'Opera dès qu'elle le sera. Donc, lorsque ce sera disponible, je pense que ça apparaîtra pour pas que vous ayez chaque jour à revenir sur Opera. Probablement, il y aura une mention dans le Flash Info en page d'accueil pour dire voilà, il y a cette vidéo de démonstration qui est disponible. Mais on essaie de tout faire pour que avant la fin du mois d'avril, du mois de mai, ce soit en ligne. En attendant, il y a le guide utilisateur qui peut être utilisé et qui est vraiment, voilà, c'est vraiment capture écran par capture écran, étape par étape. Donc, ça permet déjà d'avoir un premier support si on est bloqué vraiment sur un point précis. Merci beaucoup. Sabine, peut-être que tu reprends la main. Oui, alors merci Morgane, merci à tous. Donc, simplement peut-être pour préciser que on aura d'autres occasions évidemment de parler de ce texte, que ce soit l'ADEME, l'OID. N'hésitez pas à revenir vers nous aussi. Alors évidemment, on n'a pas répondu à tout. On a vu passer un nombre de questions assez denses. Donc, on a conscience que c'est compliqué de répondre à absolument toutes les questions. Mais néanmoins, les documents mentionnés, Emerson, et puis cette FAQ Opera qui est régulièrement mise à jour. Là, je regardais, il y a des mises à jour qui datent du mois de mars 2022. Donc, ça vaut le coup quand même d'aller régulièrement jeter un œil sur les mises à jour pour avoir des informations plus précises. Voilà, donc il me reste simplement à vous présenter un certain nombre de ressources. Donc, peut-être Morgane, ce qu'il faudrait, c'est dans le chat, si tu y arrives, mettre l'adresse de Talouane, de notre site de soins. On peut trouver toutes ces ressources, ça a déjà été fait, parfait. Et puis, donc vous dire que ces ressources sont disponibles à tous et que nous allons mettre très rapidement le support de ce webinaire en ligne pour que vous puissiez notamment avoir ces liens entre les articles, les annexes, les endroits précis du code où vous pouvez trouver les informations et les principes, on va dire, qu'on vous a présentés aujourd'hui, tour d'horizon du dispositif éco-énergie tertiaire, de ces nouveautés d'Opera et des nouveautés Opera. Voilà, prochain rendez-vous cette semaine encore un webinaire co-animé avec l'ADEME, mais cette fois-ci pour parler des scénarios de transition 2050 et plus précisément du volet adaptation des bâtiments. Et puis ensuite, les GT de l'OID vont reprendre comme à l'accoutumée. Donc, on vous souhaite une très bonne suite d'après-midi. Et on reste à votre écoute et à votre disposition pour toutes ces questions sur les textes qui arrivent et sur les enjeux ESG pour l'immobilier durable d'une façon générale. Merci à tous.